Bonjour et bienvenue sur le studio de Jeune Marine qui s'est installé à Marseille au salon d'Euromaritime en partenariat avec Armateurs de France. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir un invité bien connu de Jeune Marine déjà, monsieur le député Yannick Chenevard, député de la Nation, élu par les électeurs du Var. Vous êtes également rapporteur du budget de la Marine nationale pour parler de vos travaux à l'Assemblée et vous êtes enfin chercheur de l'association au Labomère à Toulon, donc un travail universitaire consacré à l'approvisionnement stratégique européen, plus exactement à la flotte maritime française et à l'approvisionnement stratégique européen. Donc un sujet très, très voisin du fameux rapport que vous avez écrit sur la flotte stratégique. Monsieur le député, bienvenue chez Jeune Marine. Bonjour et bonjour à Jeune Marine. Aujourd'hui, ce que je vous propose, puisque nous reparlerons de flotte stratégique dans quelques semaines, c'est de faire un point plutôt géopolitique. Depuis que nous nous sommes vus en mars au Havre, beaucoup de choses se sont passées. L'actualité géopolitique est très, très nourrie. Nous nous adressons naturellement, comme vous le savez, aux officiers de marine marchande essentiellement. C'est à eux que je vous propose de vous adresser en donnant votre interprétation de l'actualité maritime et politique. C'est toujours évidemment un plaisir de retrouver Jeune Marine, de vous retrouver. La situation internationale évolue. Elle évolue pas favorablement. D'abord parce qu'on assiste au retour des empires, à un droit international, parfois maritime, piétiné, et finalement la place de la force par rapport au droit. Ce qui m'amène à dire que finalement, le droit est imposé par la force, et donc celui qui détient la force impose le droit, impose son droit. C'est une nuance extrêmement importante. Aujourd'hui, il n'y a pas de détroit et de canaux qui ne fassent l'objet, j'allais dire, d'une attention particulière. Évidemment, on aurait tendance à penser que la mer Rouge, l'accès à Suez, Bab el-Mandeb, Hormuz représentent des zones à enjeu. Hormuz, évidemment, je pense que tout le monde comprend pourquoi, notamment parce que Hormuz, c'est une grosse partie de l'approvisionnement en pétrole, mais en pétrole de la Chine via Malacca, du Japon. La Chine a une dépendance en matière d'approvisionnement en pétrole de cette zone-là, et la Chine a absolument besoin de ce pétrole-là pour faire tourner son économie. Donc, il faut évidemment imaginer que la Chine n'est absolument pas neutre, étrangère à ce qui peut se passer dans cette zone-là, et notamment dans la partie qui se joue entre l'Iran et les États-Unis. C'est pas la seule. Les Russes, évidemment, ont quelque chose à jouer parce que d'abord, ils sont soutiens de l'Iran. Et oui. Ils ont, dans un premier temps, acheté des drones Shahed, par exemple, aux Iraniens. Ils les font maintenant eux-mêmes. Mais pour tout un tas de raisons, ils ont un intérêt particulier au soutien de l'Iran, même si on a l'impression que ce soutien est un peu mesuré actuellement, compte tenu des enjeux sur la partie européenne et sur l'Ukraine, ce qui évidemment nous amènera tout à l'heure à la route du Nord, j'imagine. Donc, en fait, on a une situation particulière, mais là, je ne parle que de la partie qui mène à l'Asie, à l'Indo-Pacifique. Bien sûr. En tout cas, par cette voie maritime-là. Mais on pourrait aussi parler de l'autre côté, de la zone Caraïbe, du canal de Panama, et de ce qui s'est passé dans le canal de Panama il y a quelque temps. Vous le savez, il y a une entreprise hongkongaise qui avait obtenu, en fait, pour 25 ans de mémoire, la possibilité d'exploiter, en tout cas de tenir, en réalité, entrée et sortie du canal de Panama. Ils avaient obtenu ça il y a à peu près 1 an et demi. Le contrat a été cassé et aujourd'hui, ce sont les sociétés américaines qui sont à l'entrée et à la sortie de Panama, ce qui assure la gratuité du passage pour les bateaux américains et qui, en même temps, garantit
entre guillemets, la stabilité de cette zone pour des raisons que nous comprenons tous. Évidemment. Donc, faut pas oublier cette zone, qui est pas une zone neutre. On l'a vu, l'actualité Bien sûr. nous a montré que les aspects d'approvisionnement en pétrole avec le Venezuela, même si le pétrole du Venezuela est pas le meilleur pétrole du monde, en tout cas, il y a un vrai sujet. Et donc cette zone-là ne doit pas être ignorée. En réalité, ça nous ramène aux fondamentaux du maritime et de la sécurité du maritime et du fait que qui tient la mer tient le commerce du monde. Et donc tient le monde en général. Exactement. Oui. On retrouve les fondamentaux, Walter Alleg, Mahan ou Castex. Évidemment. Ils ont tous défini ces choses de la même façon. Bah oui, il faut tenir les détroits et les canaux. Donc pour les tenir, il faut une force militaire. Pour assurer nos approvisionnements, il faut une force militaire. Je pense notamment à Aspides. Ah oui. La mission Aspides, qui a été une mission européenne importante dans laquelle les Français, la marine française, tient une place très importante. C'est important de rappeler à tous ceux qui nous regardent que la marine française a affronté des tirs de missiles balistiques. La marine française, elle assure en fait dans des dispositifs qu'on a connus pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs. Un dispositif des convois identifiés, Oui. de la stratégie de l'identification des navires qui ont de l'importance sur le plan stratégique et dont on peut identifier qu'ils pourraient être des cibles pour les Houthis, par exemple, commandités. Et donc, la marine française, avec notamment des frégates de premier rang, a été attaquée par des missiles balistiques. Alors, elle a été attaquée, évidemment, par du drone, mais surtout les missiles balistiques. Et je voudrais en profiter pour saluer nos marins, nos équipages, la marine nationale et évidemment la marine marchande. En tout cas, tous ces gens qui sont des professionnels de la mer et pas seulement des professionnels qui vont d'un point à un autre. Les professionnels qui ont cette capacité, y compris de résilience, et cette capacité à faire face. C'était tout l'enjeu du rapport sur la flotte stratégique. Évidemment. Vous parliez d'Aspides et l'Europe dans tout ça. Je veux parler de l'Union européenne. Dites-nous plus en détail comment fonctionne Aspides, comment Aspides est constitué. Alors Aspides, en réalité, si je faisais, c'est évidemment un raccourci, je dirais que c'est un pavillon européen qui flotte au-dessus d'un certain nombre de bâtiments de combat avec une organisation opérationnelle qui permet, à un moment donné, en fonction des besoins, de l'identification de la nature de ce qui va passer dans Suez, qui permet d'assurer la protection de ces bateaux de commerce. Et donc, on a une mission européenne avec un financement européen, en sachant que l'organisation opérationnelle, elle est fixée évidemment par un état-major européen. Évidemment. Et quand je dis européen, évidemment, on ne touche pas à la souveraineté des États, mais on met ensemble un certain nombre de spécialistes, de militaires, qui vont à un moment donné assurer tout ça. Et j'ajoute que la liaison avec le MICA Center à Brest, Un très bon sujet, oui. qui aujourd'hui assure ce travail de sécurisation, y compris en coopération navale volontaire, avec 80 armateurs, 80 compagnies en fait, sont rattachées au MICA. Et ce MICA est en liaison permanente avec les marins de commerce, avec les commandants de bateaux, avec les compagnies. Et ça permet en permanence, là aussi, de faire le lien et donc d'alimenter Aspides, la porte à côté, C'est ça. d'alimenter l'état-major Aspides pour que les missions soient efficaces. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez aujourd'hui, à l'intérieur du MICA Center, 17 élèves officiers de marine marchande qui ont suivi une préparation militaire supérieure et qui aujourd'hui ont signé des engagements à servir dans la réserve de la marine et qui sont affectés actuellement au MICA Center. Et c'était une des préconisations Et voilà. de mon rapport sur la flotte stratégique. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que, en fait, en mettant du marin, de l'officier de Marmare, de temps en temps avec un uniforme de marin d'État,
de la Marine nationale, réserviste ou de la Royale comme réserviste, on gagne, et tout le monde gagne sur les pratiques opérationnelles, sur le fait qu'à un moment donné, on parle un langage identique. Et donc, quand on assure la protection, quand la Marine nationale assure la protection de nos navires, des navires battant pavillon français ou européen, on est gagnant-gagnant. Oui, et l'exemple du Mecha Center est tout à fait intéressant comme illustration de ce que préconisait le rapport Schoenvar. Oui. On a appris il y a quelques semaines que l'Armateur de France détachait un officier de liaison au Mecha Center. Quelle est sa fonction? Comment va-t-il améliorer encore cette collaboration entre nos deux marines? Je crois que là aussi, c'est le plus bel exemple de la façon dont, au fur et à mesure, j'allais dire la fonction créant l'organe, au fur et à mesure, on monte en puissance pour répondre à des besoins qui sont des besoins immédiats. Bien sûr. Situation internationale, navigation internationale, les tensions qui règnent dans certains détroits, tout cela, en fait, concourt à faire en sorte qu'il puisse y avoir un officier de liaison qui, à un moment donné, soit au cœur du réacteur, un officier de liaison détaché, financé par Armateur de France, à l'intérieur de cet ensemble-là. Et oui. Et le MICA est en train, vraiment, je voudrais saluer tous ceux qui travaillent au MICA, avec un signe particulier pour le commandant du MICA, que j'ai reçu il y a encore quelques jours, pour faire un point. Le capitaine de frégate Scalabre. Absolument. Et faire un signe amical à cette équipe, à cet équipage qui travaille au profit de la sécurisation de nos approvisionnements et donc de nos marins et des équipages et de tous ceux qui servent à bord des bateaux de commerce, mais également, évidemment, de la Royale. Oui, et c'est une magnifique réalisation. Oui, c'est un très, très bel outil. J'imagine que les routes du Nord sont un autre théâtre qui doit intéresser le Mecha Center. On y retrouve un peu les mêmes acteurs que ceux que vous énumériez tout à l'heure sur le Moyen-Orient. Quelles sont les spécificités des tensions qu'on peut rencontrer dans cette zone? Alors, les routes du Nord, en fait, si on regarde une carte, on voit bien qu'à partir de Bering, on est encore dans ce que je disais tout à l'heure, les détroits. À partir de Bering, on a deux options, la route de l'Ouest, la route de l'Est, et que dans ces deux options, on est soit, lorsqu'on est à l'Est, on longe une côte qui est essentiellement russe, et de l'autre côté, on longe une côte où il y a du Canadien, de l'Américain. Donc, en fait, il y a deux routes maritimes possibles. Tout le monde parie sur l'idée que ces routes maritimes, avec le réchauffement climatique, vont être exploitables plus longtemps. Alors, c'est un peu le cas, mais la réalité, c'est qu'en 2025, malgré ce réchauffement climatique, de mémoire, 104 navires sont passés par la route du Nord. 104. 2025 Sur l'année 2025, c'est-à-dire pendant les 3 mois, 4 mois où la navigation est possible. Navigation avec l'aide, évidemment, de brise-glace. Il y a 143 brise-glace sur la zone, là, je les ai comptés. Donc, combien de brise-glace russes? Ce sont les plus nombreux, quand ils sont 22 ou 23. Ce sont les plus nombreux. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les Canadiens ont racheté, par exemple, il y a 1 an et demi, 2 ans, un chantier en Finlande qui fabrique des brise-glaces et qui fabrique notamment des brise-glaces sur commande des Russes. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment se préparent en fait les routes du Nord de demain. Mais quand je dis 103 bateaux, c'est quoi? 103 bateaux, c'est une journée exceptionnelle dans le canal de Suez. Et là, je viens de parler de 103 bateaux sur une année, route du Nord. Donc, on voit bien qu'on n'y est pas encore. Et beaucoup de spécialistes pensent que l'horizon 2030, peut-être 35, compte tenu de la vitesse à laquelle les gens se font, devrait ouvrir un peu plus la route du Nord pour un peu plus de temps. Mais les contraintes restent quand même des contraintes importantes. L'intérêt, c'est que si Suez est verrouillé, si Malacca, fameux dilemme de Malacca des Chinois, si Malacca est verrouillé, il y a deux options possibles, soit la route du Nord,
Bien sûr. soit évidemment passer par le détroit de Lombok et, Ah oui. et j'allais dire passer sud-est Réunion et ensuite Bonne-Espérance et remonter. Voilà. La route du Nord, c'est 10 jours d'économiser. Voilà. Ouais, alors que la route du Sud, c'est La route du un Sud, détour c'est important. pratiquement 10-15 jours de plus. Eh oui. Alors après, il est intéressant de souligner que à partir du moment où sur Suez, c'est devenu compliqué, à partir du moment où les compagnies ont décidé, par exemple, de passer par le canal du Mozambique ou par la route que je viens d'évoquer, sud-est Réunion, pour Bonne-Espérance, une fois que le train de bateau s'est mis en place, en réalité, il n'y a plus de perte. Entre le moment où vous avez un temps de latence et le moment où vous réajustez, il y a forcément un petit temps. Et puis ensuite, une fois que les approvisionnements sont organisés, avec naturellement ce temps qui est intégré, un peu plus de bateaux, Forcément. Voilà. c'est le coût en fait. Exactement. C'est la seule C'est le coût différence. qui augmente. Mais une fois que le flux s'est rétabli, ça ne change rien à la fréquence des approvisionnements. Ça fait juste monter le coût du coût du transport. Ça c'est évident. Oui. Parlant des, bon, les détroits, les canaux, on a vu ce dont on parlait sur la mission Aspides. Son périmètre reste très très sud, hein, très. Oui, très... Aspides en fait c'est mer Rouge, évidemment sortie ou entrée de Suez, mais mer Rouge. Ensuite, vous avez Atalante qui est notamment parce qu'il y a une reprise de la piraterie, très légère reprise. Hein. Oui. Attention. Donc Atalante est dans une zone un peu plus sud, elle. Voilà. Direction de l'océan Indien. Que peut-on dire des interactions sur le terrain, c'est-à-dire en mer, entre les bateaux militaires, la marine nationale en particulier, et les bateaux marchands? On parlait bien sûr du Mika Center, mais comment concrètement les choses se passent entre un équipage de la marine nationale et un équipage de la marine marchande? Je crois qu'historiquement, la marine de guerre a été créée pour assurer la liberté du commerce marchand maritime. C'est ce que dit Richelieu oui. en 1626. Ça nous rappelle les 400 ans de notre marine vous avez cette tout année. à fait raison d'évoquer ça, oui. Et donc, en réalité, au fil des siècles, ça n'a jamais varié. Et non. Alors, il y a des moments où les gens se sont plus ou moins parlé. Jusqu'à la suspension du service national, on avait beaucoup d'élèves de Marmar qui sortaient de l'école, qui faisaient leur service comme aspirants, et donc qui maîtrisaient parfaitement les bonnes pratiques, et ensuite qui avaient des copains, parce que ça crée des liens d'amitié, et donc pendant les navigations, c'était plutôt simple. Voilà. Et des prédispositions à fonctionner ensemble. C'est toi qui es à bord, etc. Voilà comment ça se passe. Voilà quelles sont nos pratiques. On a eu ce vide. Et aujourd'hui, en fait, on est remonté en puissance. C'est tout l'intérêt des PMS que j'évoquais, mais c'est aussi l'intérêt de ce travail commun. Et François Lambert y est pour beaucoup, ainsi que l'école navale, et l'amiral Lanté et l'amiral actuel. Ce travail en commun sur les pratiques communes et ensuite l'ensemble des exercices qui permettent en réalité d'améliorer les pratiques communes. Mais un marin, c'est un marin. Vous avez raison. Qu'il ait comment dire, 5 gallons sur la Manche ou qu'il en ait 4, oui. Il reste un marin. Et donc la navigation, les dangers de la navigation, la maîtrise de la mer, de la navigation, elle est la même, quelle que soit la passerelle. Ensuite, il y a des missions différentes. Et quand la marine, la Royale dit, voilà la route, suivez cette route, mettez-vous en convoi, voilà les éléments, on parle plus des missions, on est en mode passif, voilà comment les choses doivent se passer, ça se passe bien. Tout le monde se comprend. On a affaire à des professionnels. Ouais, très bien. Écoutez, c'est le moment de nous quitter et de nous donner rendez-vous pour notre événement Hydrocontest le 28 avril à Marseille. Avec un immense plaisir. Où on aura le plaisir de vous confier le micro et d'animer ce nouveau point que nous ferons sur la flotte stratégique. Donc rendez-vous le 28 avril à Marseille à l'espace Florence Sarto. Voilà, à bientôt. À bientôt.
Et vive Jeune Marine.